Le facteur temps est très important dans une enquête policière. Il suffit d'une minute et on arrive trop tard. Le suspect peut s'être volatilisé et avoir détruit les preuves qu'on cherchait. C'est important. Avoir confiance dans la police est capital. Se sentir en sécurité, la population en a besoin. Malheureusement, il arrive aussi que des membres de la police transgressent la loi. Avant qu'on me confie cette affaire, je ne savais pas de quoi il retournait. J'en avais seulement entendu parler. Un garçon avait été contacté à Torgallmenningen. Il y avait peut-être du contenu pédopornographique sur un ordinateur. La particularité de cette affaire provenait du fait que l'homme qu'on avait arrêté était un policier. Je le connaissais. On était à l'école de police ensemble. C'était sympa à l'école de police. J'y ai rencontré mon mari et je m'y suis fait beaucoup d'amis. Quand j'ai commencé à travailler sur cette affaire, je me suis vite aperçu que Johan Martin Wië était dans la même promo que moi. On n'était que 250 cadets, donc on se connaissait tous plus ou moins bien, ou en tout cas, on se saluait. Je ne le fréquentais pas vraiment, mais je me souviens qu'il était différent des autres cadets. Martin est un propriétaire foncier à Toten. Ça doit être lucratif parce qu'il ne manque pas d'argent. Il s'assoit au fond de la classe et mène une vie de solitaire. Il ne semblait pas vouloir nous fréquenter. Mais je l'avais remarqué. Je me souvenais de son nom. En 1998, j'ai recruté Johan Martin Wië. Il n'avait pas encore d'affectation et il a pu nous rejoindre rapidement à Hardanger. Ce qui le différenciait des autres, c'est qu'il était très réservé. Il ne sortait pas comme les autres. Par contre, il adorait voyager. C'est ce qu'il faisait pendant son temps libre. Il prenait des congés pour voyager. Il organisait des voyages quand il en ressentait le besoin. Il voyageait dans le monde entier. J'ai remarqué qu'il voyageait toujours seul. Je lui ai demandé s'il ne s'ennuyait pas trop en partant comme ça. Mais il m'a répondu « On rencontre toujours quelqu'un ». Cela étant dit, je ne vois aucune raison pour laquelle je n'aurais pas dû l'engager, vu ses qualifications. Notre travail était souvent difficile, mais il était parfois plus gai. Ce qu'il faisait de ses congés le regardait. Johan Martin Wië a quitté la police. Il est retourné vivre chez ses parents à Toten.
Et il est devenu conducteur de poids lourd. Quand il a quitté le comté de Hordaland et la police, on n'avait pas encore beaucoup d'informations. Le matériel saisi était sur une longue liste d'attente. Comment vas-tu, gamin? Bien, t'as pas pris une ride. Ne dis pas ça. T'as l'air en pleine forme. Je suis à la retraite, mais toi, tu as quitté la police. Oui, Ça te manque? parfois. Parfois. Quand tu t'ennuies à enquêter sur des dossiers d'assurance. Je viens de rédiger un rapport de 10 pages après une conversation qui n'avait rien de passionnant. Donc ça me manque un peu, oui. Quelle était notre dernière... Notre dernière enquête? C'était l'affaire Vieux. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Absolument. 2006 a été une année particulière. Elle a changé ma vision des choses. J'ai compris que le monde n'était pas peuplé que de gens bien. À l'époque, on enquêtait pas mal sur la pédopornographie. La police a saisi beaucoup d'ordinateurs détenus par des suspects. On a décidé de saisir l'ordinateur portable et le téléphone de Vieux. La police locale devait être épaulée par le CRIPOS, le Service national d'investigation criminelle. Au départ, ce n'était qu'une affaire parmi d'autres. Non pas qu'il y ait eu énormément d'affaires de ce genre dans les années 2006-2007, mais à l'époque, elle n'avait rien de plus que les autres. Le CRIPOS était débordé. C'est donc le service local qui devait analyser les ordinateurs. Et les 2 ordinateurs de Vieux sont restés en fin de liste. Ce n'est qu'au bout d'1 an qu'on a reçu le rapport. On pensait qu'un policier était en possession de contenu pédopornographique. Il serait mis en examen pour possession de contenu pédopornographique. C'est tout. Rien d'autre. Très vite, on a obtenu ses relevés bancaires, les tampons d'entrée sur son passeport, des textos, des communications téléphoniques et des écoutes téléphoniques. Mais on s'est rendu compte qu'il nous manquait des informations. Il avait dû dissimuler une partie de son matériel informatique ou s'en débarrasser. On a trouvé des fragments de photos. Les analystes ont trouvé des photos de jeunes garçons sur une plage. C'étaient des photos classiques de jeunes en maillot de bain et torse nu. Mais les photos étaient prises sous un angle qui leur donnait une connotation sexuelle. Le point central de ces photos de garçons à la plage, c'était toujours la bosse au niveau du maillot. C'est en ça qu'elle prenait une dimension sexuelle. Qui plus est, Johan Martin Vieux était entouré de jeunes garçons sur toutes les photos, que ce soit dans des centres commerciaux ou à la plage, partout. Photos de jeunes garçons sur une plage.
C'était des photos classiques de jeunes en maillot de bain et torse nu. Mais les photos étaient prises sous un angle qui leur donnait une connotation sexuelle. Dans une favela à Rio, ça m'a interpellé. J'ai eu l'occasion de visiter une favela à Rio de Janeiro. Ça m'a bouleversé. Je suis toujours très ému quand je parle de Rio et de mes amis là-bas. C'est très loin d'ici. Et là, je me suis dit qu'un collègue avait été arrêté pour détention de matériel à contenu pédopornographique. Je me suis dit que ce n'était pas si loin. Ça m'a troublé. Il fallait qu'on commence à enquêter au Brésil. Ce n'était pas une mince affaire. L'affaire Lost Boy n'a pas commencé aux États-Unis. L'enquête a démarré en Norvège. Et de là, elle est passée par d'autres pays avant d'arriver aux États-Unis. C'est difficile, car c'était une affaire internationale. Mon supérieur a été franc un jour, et il m'a dit « Tu enquêtes sur beaucoup d'affaires, et nos contribuables paient pour que tu enquêtes sur des délits commis dans notre pays. Est-ce qu'ils en ont pour leur argent ?» Enquêter en Norvège, c'est une chose. Mais enquêter à l'étranger, c'est onéreux. La police norvégienne avait du mal à financer l'enquête pour trouver des preuves à l'étranger. De mon côté, je me démenais et me rendais dans d'autres comtés pour trouver les moyens et des équipes pour y arriver. C'est un aspect intéressant auquel je n'aurais jamais pensé être confronté dans le cadre d'une enquête concernant l'exploitation de mineurs. C'est vraiment difficile de rentrer chez soi le soir quand on a des dossiers sur son bureau impliquant des mineurs en danger. On me dit que ça revient cher. Est-ce qu'on a les moyens? On n'enquête pas juste pour enquêter. Il faut avoir un espoir réaliste d'aller jusqu'au bout. Mais là, c'est quelque chose que je ne pouvais pas entendre. Impossible. Mon but était d'arrêter un maximum de personnes et de déterminer l'ampleur des dégâts. Que c'était important. Je leur ai dit qu'il fallait aller au bout de cette affaire. Pour que personne ne puisse dire après coup qu'on n'avait pas fait notre travail. Sinon, je déclinais toute responsabilité. On a monté une équipe. Le jour où on a eu le feu vert, on ne savait pas dans quoi on s'embarquait. Ça a pris de l'ampleur. Bien plus qu'on ne l'aurait imaginé. Bent et moi, on avait travaillé sur diverses grosses affaires les années précédentes. Donc, quand il a été désigné enquêteur en chef de celle-ci, j'ai tout naturellement rejoint l'équipe. Bent Raknes était très respecté. J'avais lu des interviews de lui dans les journaux, où il parlait d'affaires de meurtre à Bergen et d'autres affaires graves. Il est très doué pour se créer un réseau et s'en servir pour atteindre son objectif. J'étais un peu stressée à l'idée de le rencontrer. On le considérait un peu comme un gourou. Très vite, on s'est rendu compte qu'il nous fallait renforcer l'équipe. On n'avait pas assez de collègues dans la brigade criminelle.
On a contacté d'autres services. Est-ce que ça dirait à quelqu'un de venir enquêter sur une affaire d'abus sexuels avec la brigade criminelle? Et bien sûr, personne n'était intéressé. La brigade criminelle, c'est le dessus du panier. C'est l'apogée de la carrière d'un enquêteur. Quand vous êtes dans une soirée, les gens vous disent « Ah, j'ai vu que vous aviez enquêté sur tel meurtre. » Mais personne ne vient vous voir quand vous enquêtez sur des délits sexuels sur mineurs. Les enquêteurs qui enquêtent sur des homicides sont bien mieux considérés que ceux qui... Oui, c'est certain. Même au sein de la police. On vous dit « c'est nul comme job. On ne mérite pas ça. » Les enquêtes sur des délits sexuels ont la réputation d'être plus pénibles et difficiles. J'ai débuté au commissariat de Bergen. Je faisais partie de l'unité de patrouille. Mais j'avais toujours voulu travailler sur des crimes à caractère sexuel. On m'a demandé si je voulais les aider sur une affaire qui nécessitait beaucoup de ressources. On avait besoin de moi pour quelques semaines. Vous voulez participer à notre enquête? Vous êtes motivé et prête à vous investir, oui ou non? On m'a fait prendre le train en marche. Au début, je ne savais pas de quoi il retournait. Mais c'est comme ça que je me suis retrouvée à travailler sur l'affaire Vieux. Je me rappelle être venue vous voir dans votre bureau. Oui. Je crois que Eivind était là. Je devais vous aider pendant quelques semaines. Oui. Oui. Mais je suis restée bien plus longtemps. Ça vous plaît de travailler pour la police de Røros? Oui, j'aime ça. J'y suis depuis 12 ans. Oui. Cette affaire vous a aidé dans votre travail ici? Pas vraiment, mais j'ai beaucoup appris. Maintenant, je me concentre sur les violences familiales et les délits sexuels. C'était une affaire particulière. Oui. Elle ne ressemblait à aucune autre. C'était nouveau pour nous tous. Avec le recul, et même si j'avais déjà de la bouteille, moi aussi j'ai appris beaucoup de choses. Vous n'étiez pas la seule. Loin de là. L'historique des conversations sur l'ordinateur de Johan Martin Vieux avait été supprimé. Malgré ça, il restait quelques éléments. Mais on n'avait pas l'heure des messages qu'on a habituellement dans un fil de discussion. On tombait directement sur des conversations, comme quand on ouvre un livre au beau milieu. On ne savait pas ce qui se disait avant ou après, mais dans ces conversations, on voyait qu'ils parlaient de garçons et d'abus sexuels à l'étranger. On avait des raisons de croire que Vieux avait abusé sexuellement de plusieurs garçons. Peu à peu, on a compris que cette affaire était beaucoup plus grave. Et on disposait d'assez d'informations pour l'inculper. Assez pour l'arrêter. S'agissant d'un policier qui faisait partie de nos rangs, on se devait de mener la meilleure enquête possible. Quand j'interroge des gens, j'ai interrogé beaucoup de meurtriers et de violeurs, des gens qui ont violé puis tué leurs victimes. Mais je n'avais encore jamais interrogé un collègue qui avait commis un crime grave. C'est très particulier. Avant d'entrer dans une salle d'interrogatoire, je me prépare toujours mentalement. Je ne dois pas penser à ce que la personne a fait.
Je dois rester ouvert. Je rencontre avant tout un être humain. Je peux avoir un avis sur les faits. Mais si je veux avoir un vrai dialogue avec la personne, je dois mettre ça de côté quand j'entre dans la pièce et que je dis « Bonjour, on va commencer ». Johan Martin Vieux ne voulait pas passer aux aveux. Il ne développait pas ses réponses. Il disait souvent « Je ne me souviens pas, je ne sais pas ». Même pour des choses évidentes. On a une photo de vous, on voit votre visage. Quand a-t-elle été prise? Je ne me souviens pas. On lui disait qu'on voyait que la photo avait été prise au Brésil. Et il disait « Je ne sais pas, je ne me souviens pas ». Il refusait de fournir le moindre renseignement. Ça nous a fait perdre du temps. On devait tout prouver alors qu'il aurait pu nous dire ce qu'il s'était passé. Il y avait autre chose. Je le sentais. Il était clair que ça ne s'arrêtait pas là. Mais sans preuve, on ne pouvait rien faire. Peu importait ce qu'on pensait. On peut trouver des explications à tout, sauf quand il existe des preuves irréfutables. Le Brésil était au centre de tout. On avait des noms, des photos et des preuves concrètes. Tous les jours, j'attendais une réponse. Et tous les jours, j'étais déçu. Le système ne fonctionnait pas. On n'obtenait aucune réponse. L'enquête sur les faits commis à l'étranger était au point mort. On a vu que Vieux était en contact avec un certain Pakifren Forio et un H2025. H2025 et Vieux communiquaient beaucoup par messagerie. Qui étaient ces gens qui se cachaient derrière ces pseudonymes? On savait qui était Martin 1437, mais on ne savait pas qui étaient les autres. Ils avaient tous des pseudos. On se demandait, c'est qui ces gens? Qui est H2025? Je me souviens qu'il y avait de nombreuses conversations entre Vieux et un Italien. Ils fantasmaient ensemble sur ce qu'ils allaient faire à ces garçons. Et dans un message, H2025 signe de son nom. Il s'appelle Guido. On a cherché sur le téléphone portable de Johan Martin Vieux pour voir s'il avait envoyé des textos à quelqu'un en Italie. Et on a trouvé. Guido vivait à Milan, en Italie. On a vu que Johan Martin Vieux s'était rendu à Milan et avait rencontré cette personne. Quand on a cherché son numéro, on a obtenu son nom complet. J'avais trouvé H2025. Johan Martin Vieux et Guido se sont rencontrés à Milan. Que se sont-ils échangés? L'un des problèmes qu'on rencontre quand on lutte contre la pédopornographie, c'est le sujet même. La drogue, ça touche de nombreuses couches de la population. Mais même si on voit les dégâts qu'elle cause, ceux qui la combattent
ne considère pas ça comme un travail trop pénible. Mais la pornographie en général, pas forcément liée à des enfants, regarder ces images 8 heures par jour, c'est vraiment dur. Je me souviens, j'avais un collègue qui aimait bien faire des pointes d'humour, qui disait « Allons à l'abattoir », parce que toutes ces images porno, c'était comme regarder des morceaux de viande. Guido était quelqu'un d'important. Johan Martin discutait beaucoup avec lui. Il s'envoyait des photos d'abus sexuels sur mineurs. On voulait faire une perquisition chez lui et l'arrêter pour l'interroger. On a contacté l'Italie pour leur demander de le faire. Mais on n'a jamais eu de retour. C'était rageant parce que Johan Martin était toujours en détention. On a contacté l'Italie, mais on n'a pas eu le feu vert. Quand on a mis quelqu'un en détention, il faut que l'enquête avance. On devait progresser pour pouvoir le maintenir en détention. Je me souviens qu'on était frustrés et en colère. Oui. Il faut qu'on fasse quoi? On n'avait pas d'expérience dans ce domaine. Les semaines et les mois passaient. Oui. Alors, c'était rageant. On attendait une réaction de l'Italie et il ne se passait rien. C'est frustrant. On avait lu les discussions et vu ce qu'il se passait sur Internet. Mais on ne pouvait pas aller plus loin et nos questions restaient sans réponse. Johan Martin Vieux était détenu depuis 5 ou 6 mois quand on a appris que le ministère public commençait à s'impatienter. On a compris que la Cour n'accepterait pas de prolonger sa détention. Comme nous n'avions pas de retour des autorités italiennes, on a dû relâcher Vieux. Johan Martin Vieux a été libéré. Ça nous a posé un problème. On craignait qu'il ne prévienne ses contacts pour qu'il puisse cacher du matériel ou supprimer des données. Il allait prévenir tout le monde sur Internet sans qu'on puisse le détecter. C'était un moment critique. On s'est dit, l'enquête va tomber à l'eau. Ce matin-là, je suis allé au Kripos, avec la ferme résolution de me faire entendre. Sinon, j'étais prêt à renoncer à mon poste d'enquêteur en chef. Si vous ne pouvez rien faire, je n'ai rien d'autre à proposer. Autant tout arrêter. Le commissariat de Hordaland avait besoin qu'on l'aide. C'était normal qu'il contacte le Kripos, qui était en lien avec l'Europe et le monde entier. J'y crois pas. Salut. Content de te voir. Moi aussi. Oh là là. Regarde-nous. Tu n'as pas changé. N'exagère pas, je ne te crois pas. Allez. Je me défends. Entre. Je te fais un café bien noir. Ok, tant mieux. J'arrête le coca. C'est trop stimulant pour moi. Tiens, assieds-toi. Alors, comment vas-tu, jeune homme? On sait tout de suite, bien entendu. On s'intéresse tous les deux au foot. Ça aide. Première division, deuxième division et
Maintenant, On se respecte mutuellement. Dans le cadre d'un commissariat, on n'avait pas d'affaires aussi importantes en général. non. C'est pour ça. Je n'ai jamais travaillé sur une affaire avec autant de ramifications internationales. Pour moi aussi, ça a été une affaire unique dans ma carrière. On cherchait à contourner les lourdeurs administratives pour contacter le bon service en Italie. On a eu un véritable coup de chance. On a trouvé une agence de l'Union européenne appelée Eurojust. Eurojust réunit des représentants de tous les pays européens. On a envoyé une demande d'enquête par l'intermédiaire du représentant norvégien Kim Sunde. J'ai tout de suite compris que cette affaire était urgente. J'ai reçu la demande d'enquête, je l'ai imprimée et je suis allé voir mon collègue italien chez Eurojust, Filippo Spiezia. Filippo, enchanté. C'est un procureur compétent et intelligent. Allons-y. Il a pris la demande d'enquête et il a aussitôt commencé à travailler avec les autorités italiennes sur cette affaire. Dans ce genre d'affaires, le temps est compté. Il faut agir vite. Il faut agir vite parce que les preuves numériques peuvent disparaître très vite. Et le fait que l'un des principaux suspects agissait à Milan pouvait nous permettre d'apporter des preuves immédiatement au procureur à Milan. J'ai tout fait pour gagner cette course contre la montre. On a décidé de partager les informations de manière informelle. Notre mission était de les aider. Vous pouvez venir en Italie. On va rechercher et arrêter le suspect italien. On était fin décembre. Les enfants étaient à la maison et j'ai dit à ma femme que je devais partir à Milan. Ce voyage était primordial. Ça tombe mal de partir juste avant Noël quand on a de jeunes enfants. Mais on a pris l'avion. On est en décembre 2007. 1 an et demi après l'arrestation de Johan Martin Vieux à Bergen, on s'est envolé pour Milan. On avait peu d'espoir vu le temps que ça avait pris. S'ils avaient été prévenus, ils pouvaient passer à travers les mailles du filet. Ce qui nous attendait était incroyable. Je me rappelle très bien l'opération Lost Boy. Ce que j'ai retenu de tout ça, c'est surtout le fait que nous, les Occidentaux, sommes prêts à piétiner les pauvres, d'où qu'ils viennent. En décembre 2007, j'ai été contacté par un magistrat du département des crimes et délits contre les mineurs et les personnes vulnérables à Milan. Il m'a demandé de mener une enquête pour la police norvégienne, qui avait sollicité auprès d'Eurojust la collaboration de la police italienne pour identifier un certain Guido.
L'affaire était très intéressante parce que jusqu'alors, les preuves d'échange concernaient des personnes inconnues. Les échanges avaient lieu entre des personnes non identifiées qui se cachaient derrière des pseudos et des surnoms. C'est tout. Mais là, on avait un prénom. Un individu norvégien avait traversé l'Europe pour se rendre à Milan et rencontrer un Italien afin de procéder à un échange de contenu. On s'est dit que ce contenu devait être important et qu'il était produit par eux. Quand on est parti à Milan juste avant Noël, on était sûr d'avoir identifié la bonne personne. Mais je ne me faisais pas trop d'illusions. On est arrivé au commissariat dans l'après-midi. Je devais faire une présentation qu'on avait préparée pour décrire l'affaire du point de vue norvégien. Ils sont arrivés à Milan et ont demandé un mandat de perquisition. Le magistrat a dit « Nous n'avons pas encore commencé l'enquête, mais nous devons soutenir les Norvégiens qui ont de l'avance sur nous. » Quand on est arrivé à Milan, tout était planifié. Ils allaient rechercher et arrêter Guido. On avait convenu avec le magistrat que les policiers norvégiens pouvaient participer, mais uniquement en tant qu'observateurs. Ils ne pouvaient ni poser des questions, ni agir. C'est nous qui serions en première ligne, puisque nous avions le droit d'agir et de recourir à la violence si nécessaire. Le lendemain matin, à l'aube, à 6h moins 2, on était dans la cage d'escalier. Le policier italien nous a demandé de rester un peu en retrait. On va intervenir, mais vous pouvez observer. Il a regardé sa montre et il a dit « Dans 10 secondes, 3, 2, 1... » Et à 6 heures précises, la perquisition a commencé. Et là, je me souviens parfaitement. Quand la porte s'est ouverte et que j'ai vu Guido. L'homme s'est effondré à la vue de la police. Guido n'était pas comme je l'avais imaginé. Il était petit. Il a eu peur en nous voyant, peur que sa vie ne bascule. Ce qui a dû arriver. Quand on est arrivé, Guido a eu peur. On lui a montré le mandat de perquisition dans lequel apparaissait le nom de Vieux. Il est allé dans la cuisine avec un policier italien. Il s'est assis à une petite table pendant que la perquisition avait lieu. Et ce qu'on a trouvé était inconcevable. On a été choqués par ce qu'on a trouvé dans son appartement, mais encore plus au commissariat, quand on a vu tous les éléments saisis. On a compris que cette affaire était beaucoup plus grave qu'on ne le pensait. Cette enquête, le fait que j'ai moi-même recruté Johan Martin Vieux et les tristes conséquences de cette affaire m'ont profondément troublé et me hantent toujours. J'ai essayé de refouler tout ça.
Il s'arrangeait pour pouvoir prendre le plus possible de jours de congés consécutifs. Il cumulait 2 semaines avec un week-end, ce qui lui faisait 14 jours d'affilée. C'était tout à fait permis. Et moi, je validais ça. Ça me met mal à l'aise. Il n'aurait pas dû avoir un seul jour.